Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 mars 2022. Alors je m'excuse un peu du retard de publication ce matin. Il y a des jours c'est un peu plus compliqué que d'autres à mettre en place les choses qu'à raconter aujourd'hui. Alors hier je vous parlais beaucoup du fait que les marchés semblaient surachetés, que les stochastiques étaient en haut et que finalement ça devenait un petit peu plus compliqué de pousser un peu plus loin. Surtout que la Fed avait parlé la veille en disant que oui forcément peut-être il faudrait monter les taux un peu plus fort et un peu plus violemment que prévu. Et donc du coup ça pourrait un peu freiner le marché. Donc j'engageais plutôt à la prudence. Eh bien oui, la prudence n'a pas payé hier puisque le marché a continué à monter après sa brève pause à cause des commentaires de Monsieur Powell. Voici qu'il a bien digéré la chose et qu'il a continué à son ascension et à être relativement spectaculaire. Alors on peut se poser beaucoup de questions parce que visiblement quand on regarde l'environnement, il y en a des questions à se poser. Donc voilà, si vous pensez que finalement l'Ukraine et la Russie ont trouvé un accord de paix et que la guerre est terminée, c'est une erreur, ça continue toujours et il n'y a rien qu'à bouger, même si effectivement il y a des commentaires positifs du côté de Monsieur Zelensky qui est prêt à essayer de trouver des arrangements pour que ça se calme. Mais pour l'instant, c'est toujours la guerre, c'est toujours le bordel et il n'y a rien qu'à changer de ce côté-là. Si vous pensez que de l'autre côté, le pétrole est en train de se péter la figure et que demain, ça sera à moitié prix à la pompe, et donc du coup, indirectement, l'inflation va en prendre la figure et que ça va baisser, donc c'est aussi pour ça que les marchés étaient bien disposés. Pas du tout, le pétrole est toujours à 112 $ sur le baril, ça ne change rien, c'est pas pour demain qu'on va vous baisser les prix à la pompe, donc ce côté-là inflationniste existe toujours. Et si on va creuser un petit peu plus loin, tout le reste des matières premières, on pourrait se dire, ça a commencé à baisser, et puis le nickel est bon marché, le blé ne vaut plus rien, eh bien pas du tout, ça continue toujours dans la même direction, donc l'inflation est toujours là, le risque d'inflation est toujours là, l'inflation n'est pas maîtrisée, la guerre est toujours là, le pétrole est toujours très très haut, et puis accessoirement le Covid revient toujours à grande vitesse un petit peu partout. Quand on regarde les chiffres, on a un peu l'impression qu'il y a un redémarrage. Alors c'est ok, c'est pas ce qu'on a vécu lors de la dernière vague Omicron, mais il y a un redémarrage. Mais c'est pas important, parce que tout ça, on s'en fout, parce que hier, on s'est rendu compte, finalement, on a compris que la Fed, ils étaient tellement forts. Donc si on regarde un petit peu la presse ce matin pour essayer de comprendre la psychologie du marché et voir où on en est aujourd'hui, eh bien la réponse que l'on va avoir, c'est que finalement on est très content de voir que la Fed prend des mesures. Alors je fais un petit flashback, il y a une semaine en arrière, lors du meeting de la Fed, on nous a annoncé un déroulement, un déroulé, une prévision, un plan de marche pour les taux pour les prochains mois et années. Et puis, moins d'une semaine plus tard, puisque lundi après-midi, Monsieur Powell débarque à la télé pour nous expliquer que finalement, peut-être il faudrait être plus agressif si besoin était et qu'ils étaient prêts à faire les gros bras. Donc s'ils sont prêts à faire les gros bras, eh bien dans un premier temps on se dit ils vont nous monter les taux et c'est pas bon. Oui, mais s'ils nous montent les taux, ça veut dire que la Fed ils sont très très forts et que c'est les plus forts du monde et que finalement d'avoir une réserve fédérale, une banque centrale américaine qui est très très forte et qui est très volontaire et qui montre que c'est eux les plus forts, eh bien peut-être que c'est pas mal. Donc du coup, le marché, il a interprété ça un petit peu comme ça. Donc c'est bonne nouvelle, la Fed est forte et la Fed est bien décidée à montrer à l'inflation que c'est elle qui va l'empêcher d'avancer avec ses petits bras musclés. Et puis en plus de Monsieur Powell qui parlait, eh bien évidemment, on a sorti Monsieur Bullard. Alors Monsieur Bullard, c'est le patron de la Fed de Saint-Louis, c'est le plus hawkish des hawkish qu'on pourra trouver aux États-Unis. Le mec, s'il pouvait, il aurait monté les taux à 5% d'entrée, comme ça, tout était réglé. Donc il est revenu également hier sur Bloomberg à la télé, Bloomberg TV, pour dire qu'il fallait absolument monter les taux au plus vite, blablabla, blablabla. Donc du coup, on s'autorise déjà à penser dans certains milieux que finalement, pour le prochain meeting de la Fed, au mois de mai, il serait bienvenu de s'attendre à une hausse de 0,5% pour les taux d'intérêt les taux directeurs aux États-Unis. Donc là, on a monté de 0,25 il y a une semaine, et là, on pensait déjà qu'on aurait un deuxième 0,25 en mai, mais non. Parce qu'avec les nouveaux commentaires, ce serait plutôt 0,5. Alors vous me direz, oui, mais alors si on nous monte de 0,5, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, mais ça dépend, parce que des fois on n'aime pas que les taux y montent, mais là en ce moment, on a besoin que les taux y montent pour montrer qu'on va lui mettre un pain à cette inflation et calmer le jeu une fois pour toutes. On sait aussi que quand vous montez les taux de 0,25, c'est pas le lendemain où l'inflation elle se réveille puis elle se dit
bah moi j'arrête de monter du coup puisque c'est comme ça. Non, ça prend un peu plus de temps. Il y a un peu comme une inertie. Comme vous, si vous êtes un paquebot puis que vous rentrez dans un port et que vous n'avez pas freiné 5 km avant, vous allez vous fracasser sur le quai. Donc du coup, on a un petit peu ce côté positif. On se dit, ah bah si, ils nous montrent vraiment les taux on met, ça va être une super nouvelle. Ça veut dire que la Fed est forte et que la Fed ne va pas se laisser faire face à l'inflation. Et c'est un petit peu tout le résumé de ce qui se passe sur les marchés depuis quelques jours. C'est une super bonne nouvelle. Ça, et en plus, ce qu'on appelle maintenant le Trust Breath. Alors le Trust Breath, c'est un truc dont on parle pas beaucoup, mais ça vaut la peine de revenir un petit peu sur le sujet ces derniers jours, parce que c'est quelque chose qui vient un petit peu derrière en disant bah, c'est peut-être pour ça que ça bouge. Alors le Trust Breath, simplement, c'est un indicateur technique qu'on utilise quasiment jamais, dont on entend quasiment jamais parler, mais là en l'occurrence, avec quelques jours de retard, eh bien on se dit ah ouais bah si on l'avait suivi, ça aurait marché. On est toujours plus intelligent qu'après, c'est clair, hein, si vous avez la DeLorean de Retour vers le futur, vous auriez pu faire pas mal de choses et vous seriez très très riche, d'ailleurs vous serez probablement pas en train d'écouter ce matin. Donc le Trust Breath en gros c'est quoi? C'est la comparaison entre le nombre de titres qui sont en hausse et le nombre de titres qui sont en baisse. Et puis alors, quand vous avez pendant 5 jours de suite ce Trust Breath qui monte, c'est-à-dire plus de titres en hausse que de titres en baisse, si sur ces 5 jours vous passez de 40% à 60%, c'est 20% de différence, signifie que c'est hyper bullish comme signal. Et c'est exactement les signaux qu'on a eu autour du 15-16 mars. Donc c'est vrai, on aurait été plus intelligent de le savoir avant. Et donc du coup, le marché monte, et en général, quand on a un signal comme ça sur le Trust Breath, selon le mec qui l'a déterminé et qui l'a inventé lui-même, ça dure en moyenne entre 10 et 15% de hausse sur les indices. C'est des rallyes assez courts, ça marche dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Mais dans le côté haussier, ça marche pour un mouvement de 15%. Alors pour information, aujourd'hui, on est à 9% de hausse sur le S&P depuis le 15 mars. Donc faites vos calculs. Voilà jusqu'où ça pourrait, bien sûr, au conditionnel, nous amener. Donc c'est un nouveau truc qui tourne un petit peu dans le marché. Et puis ça, c'est le côté bullish de la force, c'est le côté Jedi de la force. Mais il y a aussi le côté obscur. Et le côté obscur, c'est l'inversion de la courbe des taux. Alors l'inversion de la courbe des taux, c'est un truc dont on ne parle aussi que très peu, pour ne pas dire jamais. Grosso modo, c'est quand vous avez les taux à court terme qui deviennent plus élevés que les taux à long terme. En gros, là, on parle de la courbe, enfin du rendement du 2 ans et du rendement du 10 ans américain. Alors aujourd'hui, grosso modo, le 2 ans vous paye du 2,19 par là autour et le 10 ans du 2,40. Et on dit que quand les taux à court terme deviennent plus importants que les taux à long terme, le rendement donc, eh bien à ce moment-là, c'est un signal quasi parfait de récession. Alors oui, on n'aime pas parler de récession dans les marchés financiers parce que c'est mal et c'est pas gentil, mais il faut quand même savoir que ça existe et que cette inversion de courbe des taux est un signal qui nous fait très très peur. Alors oui, c'est vrai, le signal d'inversion de la courbe des taux fonctionne très bien. C'est quasiment du 100% depuis des années et des années. À chaque fois qu'on a un truc comme ça veut dire qu'on a une récession. Des fois, la récession, elle dure 15 jours, mais c'est sûr que c'est un signal de récession. Donc à chaque fois qu'on a ce truc qui se produit, on a peur. Alors aujourd'hui, on n'y est pas encore parce qu'il y a encore 0,2% d'écart entre les deux, mais on voit que le gap est en train de se combler. Et au moment donné où il va y avoir cette inversion, ça sera peut-être dans quelques semaines, vu qu'on sait que les taux vont monter très vite maintenant, il va y avoir une anticipation, ces courbes vont bouger, et donc du coup, à ce moment-là, il risque fortement d'avoir une inversion. Et à ce moment-là, ça sera peut-être dans 15 jours et dans 3 semaines, vous verrez les mecs qui vont devenir blafards, tout blancs, et qui vont avoir très très peur parce que ce sera le début de la panique d'une éventuelle récession. Ça marche à tous les coups aussi, même s'il n'y a pas, on panique quand même à l'idée que ça pourrait croiser. Si on se projette en 2018, on a déjà eu ce cas-là, et là, au moment où on a eu le croisement pendant quelques jours, ça a été l'angoisse totale, jusqu'au jour où finalement Powell est venu parler à la télé pour dire ok, ça, il serait toujours là pour nous aider, et finalement on a oublié le concept de récession et le concept d'inversion de la courbe, à la prochaine inversion de courbe qui a eu lieu quelques mois plus tard, qui était entre le 3 mois et le 9 mois, qui cette fois c'était beaucoup plus clair. Alors ces signaux d'inversion de la courbe sur les taux, sur les rendements, fonctionnent comme signal de récession. Et il faut savoir aussi que c'est pas parce que tout d'un coup vous avez ce genre de signal que ça démarre la récession la semaine suivante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement parlant, c'est un signal de récession,
mais que la récession effective prend effet entre 9 mois et 69 mois après l'inversion de la courbe. Donc ce qui veut dire que si vraiment il y a une inversion de la courbe la semaine prochaine, dans le meilleur des cas et dans le cas plus rapide, eh bien on aura une récession qui pourrait commencer, on va dire, en début d'année prochaine. Mais le marché va probablement déjà réagir nettement avant. Donc méfions-nous de ce genre de cas parce qu'on va en reparler. Pour l'instant, ça reste des entrefilets dans la presse. Mais mon petit doigt me dit que dans les mois qui viennent, on va s'y attacher un tout petit peu plus. Donc rappelez-vous l'inversion de la courbe des taux entre le 2 ans et le 10 ans américain. Il y a encore deux choses dont j'aimerais aborder le sujet aujourd'hui. La première chose, c'est tout d'abord Elon Musk. Elon Musk, Tesla. Alors il y a une ville qui s'appelle Grünheide qui est à 40 km à l'est de Berlin, grosso modo, qui est devenue hier le théâtre d'un événement phénoménal. Non, c'était pas un match de foot, c'était pas un match de hockey, c'était simplement l'ouverture de la nouvelle usine Tesla qui a eu lieu hier en Allemagne. Donc cette fameuse usine Tesla qui a été controversée, je ne sais même pas s'ils ont vraiment encore eu les autorisations, mais mis à part ça, ils ont rasé la moitié d'une forêt. Donc du coup, ils ont annoncé cette nouvelle usine. Ils ont fait un show monstrueux. On a vu Elon Musk qui est arrivé en train de danser sur le plateau et sur la scène de la présentation avec un tunnel plein de lumière pour remettre les clés à 30 personnes qui avaient acheté les 30 premières Tesla qui sortent de cette usine. Donc ceci était une révolution. Ça devrait permettre de créer 500 000 voitures par année pour Tesla en Europe pour éviter les transports. Ça sera écologique, c'est super. Et donc tout le monde est super content et le titre pour fêter ça, eh bien il est monté de 8%. Alors 8% c'est une bricole parce que 8% sur Tesla ça représente quoi, 80 milliards de market cap. 80 milliards de market cap pour 500 000 voitures par année, c'est que dalle, c'est un cadeau. Donc voilà, tout le monde est super bullish sur Tesla, c'est une révolution, ils ont une usine en Europe et puis ça tombe bien parce que de toute façon les Allemands ne font pas de voitures électriques, il n'y a pas de concurrence, Volkswagen n'en fait pas, BMW n'en fait pas, Mercedes n'en fait pas. Donc tranquille, ils sont sur un terrain conquis, ça va très très bien se passer. Donc tout le monde était super chaud. Et les analystes méga bullish sur Tesla sont revenus pousser le titre à la hausse. Target 1500, 2000, pas de problème. C'est la fête au village. Il y a un truc dont on parle très très peu, en revanche, c'est le coût de production des batteries. Oui, parce que vous vous rendez compte, ces derniers temps, le nickel est monté, le cobalt est monté, et le lithium est monté. Tout est en train de monter pour les raisons qu'on connaît, bien sûr, parce que oui, je rappelle que la guerre a toujours lieu de l'autre côté et que ça crée également un shortage au milieu des matières premières. Mais autour de tout ça, eh bien, on ne parle que très peu du coût des batteries. Eh bien, il y a Bloomberg et Barron's qui se sont associés et qui ont fait un calcul. Et grosso modo, si on parle d'un prix d'une batterie il y a 6 mois en arrière et le prix de la batterie aujourd'hui, eh bien, il était simplement multiplié par 6. Alors c'est pas très grave pour les constructeurs de voitures électriques puisque de toute façon les acheteurs, les consommateurs, que vous et moi qui achetons des voitures électriques, enfin pas moi, mais les gens qui achètent des voitures électriques s'en foutent de payer un peu plus cher parce qu'on leur répercute le prix directement chez eux. On l'a vu chez Tesla, on l'a vu chez Rivian. On leur répercute ce coût d'augmentation des matières premières, mais c'est pas grave parce que de toute façon les gens ils voient très bien qu'à la pompe ils se font assassiner toutes les semaines. Donc du coup ça continue et ça reste une bonne nouvelle. Mais néanmoins n'oublions pas que le coût d'une batterie est en train de prendre l'ascenseur à une vitesse absolument stratosphérique, comme le montre le petit chart qui s'affiche à l'instant devant vos yeux. Puisque nous sommes en mode délire, on ne peut pas conclure ce Morning Bull Live ce matin sans parler du retour des meme stocks. Alors les meme stocks, ou peu importe comment on les appelle, les meme stocks, on reparle de nouveau de GameStop. Alors souvenez-vous, j'en parlais il y a une semaine, ils ont publié des résultats de merde avec des chiffres catastrophiques, une perte monstrueuse. Mais par contre, alors que l'on se rassure, hier le titre a pris 30% parce qu'il y a un utilisateur de Reddit qui s'appelle Tom4. Oui, je sais, c'est pas Morgan Stanley ni Goldman Sachs, c'est Tom4, qui estime que selon ses calculs à lui et ses calculs de put-call ratio et puis de nombre de shorts par rapport au titre, eh bien, le titre aujourd'hui, GameStop, est 60% en dessous de sa fair value de dans 15 mois. Ok, c'est un peu tiré par les cheveux comme explication, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est Tom4. Et donc, du coup, le titre hier a pris 30% pour fêter ça. Donc, on voit qu'il y a des choses qui ne changent pas. Une année après l'espèce de délirium très mort qu'on a vécu sur l'histoire des meme stocks, c'était pareil. Et c'est
un peu la même chose. AMC a également pris 15% parce que la mine d'or qu'ils ont acheté aussi l'autre jour était en hausse de 5-6%. On se disait que il se passe quelque chose. Peut-être ils ont trouvé de l'or, on ne sait pas. En tous les cas, eh bien, monstre engouement à nouveau sur les mêmes stocks. Alors tout le monde est en train de regarder Bed Bath & Beyond puisque Ryan Cohen, qui est aussi le patron de GameStop, a investi massivement dans Bed Bath & Beyond. Et puis du coup, il y a des boîtes comme BlackBerry qui redémarrent. Enfin, toutes ces daubes qui avaient été un petit peu oubliées ces derniers mois, sont en train de repartir comme des dingues, parce que oui, c'est vrai, il n'y a plus la guerre en Ukraine, le pétrole est en train de baisser, l'inflation est sous contrôle, et la Fed, elle est trop forte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, à liker cette vidéo et à revenir demain pour voir si la Fed a été toujours aussi forte aujourd'hui qu'elle ne l'a été hier. Passez une très bonne journée. À demain. Bye bye.